Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Les Rwandais apprécient la décision du gouvernement de réduire les impôts sur les propriétés immobilières et la suppression de certains frais au niveau des entités décentralisées, car cela les aidera dans leur développement et du pays en général. Les experts économiques répètent que cela favorisera l'investissement et va augmenter les niveaux des contributions de la population. Parmi les décisions appréciées par les citoyens figure la taxe sur le terrain résidentiel qui sera payée entre 0 et 80 francs rwandais par mètre carré à partir du paiement habituel qui était de 0 à 300 francs rwandais. La taxe immobilière et la taxe foncière sont combinées. Il y aura un paiement de taxe de 0,5% de la valeur marchande combinée de la maison et du terrain contre 1%. Pour les immeubles commerciaux, taxe réduite de 0,5% à 0,3% de la valeur précédente. Certains frais dans les entités décentralisées ont également été supprimés. Aujourd'hui, après avoir vu les taux d'imposition, nous étions heureux. Comme sur les terrains, la taxe est comprise entre 0 et 80 francs rwandais. Il appartient donc aux administrateurs locaux d'analyser et de décider du coût final en tenant compte des capacités de leurs habitants. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est que si on allait chercher un certain document au niveau du secteur et que vous constatiez que vous deviez payer un certain montant, maintenant ces frais ont été supprimés. C'est donc quelque chose que le gouvernement a mis en place pour l'intérêt de la population. Un expert en économie, Straton Habyarimana, démontre que la réduction et l'exonération d'impôts sur certains produits signifient beaucoup pour l'amélioration des investissements. Lorsque nous examinons les investisseurs, en particulier les investisseurs d'autres pays, ils doivent d'abord comparer et analyser où ils bénéficieront davantage lors de leur investissement. Bien sûr, les autorités ne considèrent pas seulement les taxes, mais aussi ont tenu compte de la vie de la population, car les taxes étaient élevées. Et avec les taxes élevées, il est difficile d'attirer les potentiels investisseurs. Mais lorsque les impôts sont déduits, les chances sont également élevées. Le secrétaire d'État chargé du Trésor public au ministère des Finances et de la Planification économique, Richard Toussabé, réitère que la réduction d'impôts attirera des investisseurs et que leurs activités soutiendront principalement les jeunes. Nous pensons que ces changements vont nous permettre d'attirer les investisseurs et que ceux qui étaient déjà dans le pays amélioreront leur production. Les avantages ne se limitent donc pas seulement aux impôts, mais aussi à l'emploi de nos jeunes qui constituent la majorité de la population selon les statistiques. Les modifications apportées devraient augmenter le produit intérieur brut du pays de 1% au plus tard à l'exercice 2025-2026. Certains Rwandais indiquent qu'après avoir accès à des médecins spécialistes au niveau des centres de santé leur a permis de connaître leur maladie à temps, ainsi pouvoir mieux la traiter. Suivez. Au centre de santé de Nyarurenzi, en district de Nyarugenge, un groupe de médecins de l'Organisation médicale et dentaire chrétienne du Rwanda est en train de diagnostiquer et de traiter des maladies dentaires, oculaires, maternelles et autres maladies non transmissibles, notamment le diabète et l'hypertension artérielle, et celles qui nécessitent la chirurgie. Après avoir été soignés par des médecins spécialistes, les patients reçoivent des médicaments gratuitement. J'avais toujours mal au ventre. J'espère que ces médicaments m'aideront aussi. Comme ils m'ont dit
que je devais le prendre 3 fois par jour. J'ai une maladie oculaire depuis de nombreuses années. Et maintenant, je ne sais même plus regarder dans mon propre téléphone. Je souhaite avoir un spécialiste qui me soignera, afin que je puisse lire des textes et aussi chercher ce que je peux faire. Le président de l'organisation médicale et dentaire chrétienne du Rwanda, Dr Muhumuza Steven, a noté qu'un traitement précoce empêche la population d'atteindre un état critique d'une maladie. Qu'il s'agisse des diabètes, des problèmes physiques ou des tensions artérielles, lorsqu'ils sont traités tôt, cela aide une personne à ne pas atteindre un état critique d'une maladie. Car ce dépistage précoce aide également un patient à continuer à travailler normalement. Car lorsqu'il ou elle prend conscience de sa maladie tard, cela va lui coûter cher un traitement et une longue convalescence. Il est prévu que dans 3 jours, ces médecins spécialistes qui travaillent déjà dans différents hôpitaux à travers le pays pourront soigner plus ou moins 1200 à 1500 personnes. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Un matin du mois de décembre 2009, alors qu'un grand sportif se prépare pour se rendre à son travail, il sent subitement des fourmillements aux pieds. C'est le début d'un combat acharné contre une maladie qui s'avère coriace. Gratien s'élance alors dans une course effrénée à la recherche de sa guérison en allant d'un hôpital à un autre, d'un pays à un autre. Le verdict tombe, cette maladie est incurable. C'est un roman face au feu du fondeur, le creuset de la maladie incurable d'un conjoint, un roman autobiographique qui a été donc écrit par Akiki Ruti Sylvie, qui est née à Kinshasa. Elle est mère de 3 enfants, une servante de Dieu et une femme entrepreneur de nationalité rwandaise. Nous avons le plaisir de la recevoir dans ce studio. Bienvenue à vous, Akiki. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, donc, pouvez-vous nous parler un peu de ce titre, Face au feu du fondeur? Pourquoi ce choix et quelle est donc sa signification? Merci pour la question. En fait, Face au feu du fondeur, j'ai choisi ce titre en rapport avec le titre du premier livre, qui était intitulé « Seul face à moi-même ». Alors, je voulais continuer avec le « face à ». Alors, comme le premier titre, c'était « Seul face à moi-même », je voulais que le second livre soit face à quelque chose. Alors, je me suis dit « Face à quoi ?» J'ai fait « Face à quoi ?» Alors, j'ai fait face à la maladie incurable d'un conjoint, de mon mari. Alors, c'est une épreuve de la vie. Et j'ai pris cette épreuve comme le feu. Alors, c'est face au feu. Et comme c'est une épreuve qui est venue par Dieu, c'est Dieu qui permet des épreuves dans la vie. Alors, c'est face au feu du fondeur. Donc, le feu, c'est l'épreuve, la maladie incurable d'un conjoint. Et le fondeur, c'est Dieu. C'est pour cela que le titre, je l'ai choisi, Face au feu du fondeur, le creuset de la maladie incurable d'un conjoint. Oui, ce n'est pas facile d'écrire un livre sur soi et se dévoiler ainsi, montrer son fort intérieur, son être profond, et pourtant, vous l'avez fait. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile de parler de sa vie, de se livrer ainsi. Mais moi, c'était parce que j'en avais besoin pour faire genre de la thérapie par l'écriture. Je parle, je libère toutes les émotions qui étaient refoulées, je m'exprime pour que je fasse mon deuil. Et c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans l'écriture pour que je me sente libérée, que je me dise que ce n'est pas la fin du monde, que je dois continuer la vie. Oui. Et dans ce livre autobiographique, dramatique, vous parvenez quand même à garder un sens de l'humour, je l'ai lu, à faire rire vos lecteurs. Oui,
Dans la vie, quand on prend trop au sérieux les choses qui nous arrivent, je trouve qu'on vieillit vite. Alors, je me suis dit, souvent je fais quoi? Je tourne en dérision. Les problèmes que je peux rencontrer dans la vie, je tourne ça en dérision et ça diminue l'ampleur de la négativité de la situation dans ma vie. Alors, je préfère utiliser toujours le sens de l'humour pour diminuer un peu le stress, pour diminuer l'impact négatif que ce problème peut avoir sur ma vie ou dans chaque domaine de ma vie, quoi. Et pendant 6 ans que vous avez accompagné votre conjoint vers l'autre vie, notre héroïne, donc qui est vous, a une force incroyable. Où trouve-t-elle donc autant d'énergie, autant de force? C'est grâce à Dieu. Premièrement, c'est grâce à Dieu et c'est grâce à la foi chrétienne que j'ai et par la parole de Dieu. Et je veux illustrer cela par une parabole du Seigneur Jésus dans Matthieu 7, verset 24 jusqu'à vers la fin, qui parle de l'homme prudent qui fonde sa vie sur le roc et l'homme insensé qui fonde sa vie sur le sable. Alors, ça parle de la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé sur cette maison. Et cette maison, elle n'est pas tombée, elle a tenu ferme. Pourquoi? Parce que c'est une maison qui est bâtie sur le roc. Et la maison bâtie sur le sable, c'est une maison qui n'est pas bâtie sur le roc, c'est sur le sable, sur autre chose que le roc. Et ça fait que quand la pluie est tombée et les torrents sont venus et les rafales ont ébranlé la maison ne devait que tomber. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de fondement solide. Et c'est ce qui fait que ma vie, elle a été fondée sur le roc. Le roc, c'est Christ, qui est le fondement solide. Et ça fait que ma vie ne pouvait pas être effondrée. Et c'est pourquoi j'ai pu tenir ferme, parce que ma vie était fondée sur un fondement solide et qui est Christ. Vous êtes une dame, vous êtes rwandaise et africaine. C'est assez rare dans notre société de trouver ou de découvrir une femme qui écrit et surtout qui écrit en français. Bon, il y en a maintenant, pour le moment, il y a des femmes qui écrivent, des écrivaines, des femmes africaines qui écrivent, et aussi en français. Mais c'est vrai que elles sont pas nombreuses. Et j'ai pu écrire parce que c'est ma passion, c'est une passion d'écrire. C'est un talent que j'ai dans ma vie. Et si j'ai utilisé la langue française, c'est parce que c'est la langue dans laquelle je m'exprime mieux. Et depuis le bas âge, à la maison, je parlais que français et les parents étaient dans l'enseignement. Et à la maison, c'était en français qu'on parlait. C'est pour cela que j'ai pu écrire en français. Et mon père était aussi un écrivain. Donc l'ambiance qu'il y avait, ça fait que tout se faisait en français. C'est quoi j'ai pu écrire en français. Parlons un peu de ces livres que vous avez écrits, de votre rencontre avec Gratien, votre époux, avec tellement d'humour, surtout la première fois, lorsque, par hasard, vous l'invitez à entrer à la maison chez vous, à la rencontre de votre mère et de votre tante, alors qu'il n'était pas préparé. Est-ce qu'au fond de vous, sentiez-vous déjà en ce moment-là que c'était l'homme de votre vie? Non, pas du tout, pas du tout. On étudiait ensemble au KIST. Alors, il m'avait donné un lift et puis on finissait vers 21h. Et quand il devait déposer d'autres personnes et venir me déposer, il me donnait un lift. On y est arrivé vers 21h30, presque 22h. Et alors, de par mon éducation, quand un homme te dépose à la maison, tu te présentes la personne aux parents. Moi, je ne pensais même pas que ça pouvait être l'homme de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il était de 7 ans, mon aîné, et il était tellement calme, je pensais qu'il était déjà marié. Alors quand il m'a déposé, c'était juste par éducation que je l'ai invité à la maison pour qu'il dise bonjour à ma mère et à ma tante. Mais la réaction qu'il y a eu après, c'est ce qui m'a un peu étonnée.
Parce que maman s'est mise debout, elle a dit non, c'est lui, mon gendre tant attendu. Je dis comment ça, ton gendre, hein, bon, donc je ne pouvais même pas imaginer parce qu'en fait... Et puis c'est après que je me suis rendu compte que j'avais demandé au Seigneur, le signe que j'avais demandé pour connaître l'homme de ma vie, qui était le jour où maman parlera d'un homme, on le considérera comme un gendre. Alors mais ça, c'est venu après, que c'est quand je me suis mariée que je me suis souvenu que j'avais demandé ce signe. Mais de prime abord, non, je ne pouvais pas imaginer que c'était lui l'homme de ma vie. Non. Mhm. Et puis, quand on arrive au chapitre 6, c'est la fin de vie. Le lecteur que j'ai pu lire ce livre, est saisi par une forte émotion. Quel courage de parler de cette étape combien difficile. Et quelle force incroyable pour Gratien de garder le contact avec les enfants, ses enfants, alors qu'il savait très bien ces soirées des fous rires en famille. Parlez-nous un peu de cela. Oui, vous voyez, quand il y a un malade dans la maison, particulièrement un conjoint, le masculin, le mari, quand il est malade, moi je voulais garder sa position de chef de famille. Je voulais qu'il soit toujours chef de famille, malgré le fait qu'il était invalide juridiquement. Je voulais que même les enfants, qu'on garde cette ambiance une ambiance conviviale dans la maison, et que les enfants voient que malgré que le papa est malade, que ce n'était pas la fin du monde. Et en fait, je devais faire en sorte que la vie continue malgré la maladie de leur papa. Alors, on riait comme s'il y avait... On faisait comme s'il n'y avait pas de problème de maladie. Et on gardait ces fous rires, et puis le papa, il jouait avec eux. Des fois, quand ils avaient le temps de Champions League, c'était vraiment une ambiance vraiment... Oh, il y avait des fous rires, on était tellement contents. En fait, on voulait qu'ils ne se sentent pas retirés de la famille parce qu'il est malade. Alors on a gardé ça, on a gardé cette cohésion dans la famille pour qu'ils se sentent bien. Et puis c'est même aussi, ça lui permet de ne pas trop stresser, se dire qu'il est moins considéré. Non, on voulait garder ça, cette cohésion dans la famille. Et ça fait qu'il y avait toujours des fous rires dans la maison et on ne sentait pas vraiment qu'il était malade. Et puis je voulais que les enfants sentent que c'est toujours lui le chef de famille et qu'on doit le respecter malgré qu'il était malade. Il y a une date importante pour vous, et c'est cette date que vous avez choisie justement pour vous lancer, le 30 août, le jour de votre anniversaire. Une année après la disparition de votre époux, vous avez décidé donc de vous lancer dans l'écriture. Le 30 août, en fait, il était mort le 4 octobre 2016 et en 2017, c'était la première année où j'allais fêter mon anniversaire seule. Alors, je voulais pas être seule. Alors, le livre, j'avais déjà écrit. C'est pas que je me suis lancée en 2017, c'était en 2012. Le premier livre, je l'ai fini en 2012. Et puis après, comme il était malade, le dernier chapitre de ce livre, pour moi, c'était la guérison de Gratien. Alors, quand il est tombé malade, ça a pris le temps que ça a pris, jusqu'en 2016, il est mort. Je me suis dit, bon, il n'y a plus d'autres chapitres. Il y a le chapitre, je devais clôturer avec le chapitre qu'il y avait. Alors, en 2017, je me suis dit, OK, comme il est mort, il est parti, il faut que je fasse quelque chose pour ne pas tomber dans le découragement, dans le désespoir, dans la dépression. Le 30 août, comme c'était mon jour d'anniversaire, je me dis, OK, je fais d'une pierre deux coups. Je fais le lancement de mon livre et j'invite beaucoup de gens. Alors, je ne suis pas seule et je lance le livre. Donc, ça faisait que je devais être dans une ambiance où je ne pouvais pas tomber dans la dépression. C'est pourquoi j'ai choisi ce jour d'abord. Et j'ai partagé le gâteau avec toutes ces personnes qui étaient pendant le launching de ce jour-là, le 30 août 2017.
Nous acheminons progressivement à la fin de cet entretien. Quand vous avez écrit ce livre, quel message voulez-vous transmettre aux personnes? Il y en a d'autres qui ont vécu des moments particulièrement difficiles et émotionnellement intenses, mais qui ont encore peur de se lancer, de parler de leur vie, de parler de leurs histoires, de partager leur expérience. Quel message voulez-vous transmettre à ces personnes? Ce que je peux leur dire, c'est que chaque personne a une expérience à raconter et que ces gens ne se sentent pas bloqués parce qu'elles ont vécu une expérience douloureuse. J'aimerais qu'elles se sentent libres de se lancer, de se livrer, parce que c'est un début de la guérison, c'est un début de la libération, c'est un début de la restauration de l'âme. Et la Bible dit dans Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire quoi? Alors, quand tu parles, quand tu t'exprimes, quand tu mets des mots, M-O-T-S, sur des mots, les mots M-A-U-X, c'est un début, c'est déjà le processus est déclenché, le processus de guérison est déclenché. Alors, ce que je peux leur dire, c'est que je veux les encourager à écrire, parce que c'est de la thérapie par l'écriture, qu'elles se renferment pas. Parce qu'on a besoin aussi de leur expérience. Parce que chaque personne sur cette terre a une expérience différente de l'autre. Alors, moi, j'ai fait ma part, moi, j'ai écrit. Je ne suis pas peut-être la seule à écrire sur ce sujet, mais elle aussi, elle pouvait, les personnes, cette catégorie de personnes doit se lâcher, se libérer pour se dire que c'est pas la fin du monde, quoi. Et qu'elles sortent la tête hors de l'eau pour vivre et pour continuer à vivre, quoi. En fait, bref, c'est un peu ça. Merci à Kiki Routy-Sylvie. Je rappelle donc que votre livre « Face au feu du fondeur, le creuset de la maladie incurable d'un conjoint ». Alors, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut trouver ces livres aux téléspectateurs qui sont intéressés? Où est-ce qu'on peut trouver ces livres pour l'acheter, pour pouvoir le lire? Pour le moment, je lisais avec moi. Si les gens ont besoin du livre, on peut m'appeler directement. Et j'ai aussi mis ça sur un site de Socomol. Et on va voir comment ils vont voir le lien. Parce qu'en fait, c'est ça le problème avec les écrivains rwandais ou africains en général. C'est même un projet qui est en cours. Je me suis dit, mon équipe et moi, on est en train de travailler sur une plateforme dans laquelle on met tous les écrivains et on voit comment distribuer les livres. Parce que quand on met ça sur Amazon, on est tellement nombreux et le livre n'est peut-être pas vendu, tu ne reçois pas ton droit d'auteur, tu n'es pas à l'aise en fait, tu ne profites pas de ton travail. Alors, c'est ce qui fait que je n'ai pas mis ça dans des librairies et tout ça, parce que je me dis, on va mettre une plateforme qui va prendre tous les écrivains rwandais ou africains qui parlent sous le Rwanda et qu'on fasse un peu un genre Amazon, mais au niveau du Rwanda. C'est une très bonne idée. Nous vous remercions vraiment de votre présence ici à la télévision rwandaise, Madame Kiki Routy-Sylvie. Et donc, c'est donc votre deuxième livre. Le premier, c'était Seul face à moi-même. Et nous vous disons que les portes de la télévision rwandaise vous sont ouvertes. Vous pouvez venir quand vous voulez. Merci beaucoup. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.